Présence. À vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les participants. Au fond, le projet européen et l'élargissement sont probablement un des plus vieux couples de l'Union européenne. De la jeunesse de ce dernier jusqu'à récemment, dans une relation fusionnelle, quasi passionnelle, pour eux comme pour leurs admirateurs et détracteurs, l'un a toujours pris appui sur l'autre. Or, les relations de couple évoluent dans le temps. Lorsque l'un oublie de se réinventer, l'autre continue de marcher tout seul. Faute d'être réfléchi, cette évolution devient subie. Incapable de définir le troisième temps du projet européen, après la paix et l'économie, une grande partie des responsables de Bruxelles l'ont exposé à une stagnation dans les idées qui pourtant ont été déjà grandement réalisées. Progressivement, comme il arrive parfois dans un couple, l'une des parties s'efface dans l'autre. Le projet européen s'est ainsi dilué dans l'élargissement. Exemple en est que durant toutes les interventions précédentes, projet européen et élargissement ont été utilisés comme des synonymes et que ce dernier panel parle du projet européen et de l'élargissement ensemble. À Bruxelles et dans la plupart des États européens, on martèle la nécessité d'unir, de réunir les peuples européens. On parle d'erreurs historiques et d'injustice lorsque l'ouverture des négociations est repoussée de quelques mois seulement. Tout ceci en oubliant que les êtres humains s'unissent autour de causes et d'horizons communs. Plus forte la cause, plus grand l'horizon commun, plus solide en résulte l'union qui en découle. Les États candidats, quant à eux, parlent de promesses non tenues, comprenant bien le caractère quasi automatique d'un process qui s'autosuffit. Pour eux, l'union est un dû, un Eldorado personnel, en oubliant de mener toute réflexion sur l'apport dudit pays dans le projet européen. L'élargissement s'est progressivement vidé de sa substance pour ne devenir qu'une question technique, mécanique et, disons-le, telle que pratiquée aujourd'hui, absurde. La capacité d'un État à intégrer l'Union est évaluée sur sa capacité à adopter dans son droit interne un corpus normatif supposé représenter les standards européens. Il y a là comme un péché originel. Un acte normatif écrit ne peut pas être compris et ne doit jamais être compris indépendamment de la population ni de la culture juridique du pays dans lequel il doit s'appliquer. Cette vérité si simple doit être rappelée avec force, tellement elle semble être oubliée aujourd'hui. Lors de mon passage au ministère de la Justice albanais, d'abord comme fonctionnaire, puis comme conseiller du ministre, j'ai été extrêmement étonné devant la multitude de projets que nous devions adopter quasiment en l'état, car voulus par l'Union européenne. Pour rappel, le pacte de stabilisation et association a été signé entre l'Albanie et l'Union européenne en 2006. Donc pendant 13 ans, 14 ans maintenant, l'adoption de tout un corpus normatif en droit albanais. Ces projets étaient très souvent mal construits, et cela pour plusieurs séries de raisons. Tout d'abord, ils ne prenaient pas en compte les spécificités locales de l'Albanie. Ainsi, par exemple, la législation sur le droit à l'information des documents publics était certes basée sur les meilleurs standards européens, mais elle méconnaissait d'une façon flagrante une réalité de terrain difficile et très différente dans les villes et villages en dehors de la capitale. Elle méconnaissait les besoins en investissement d'infrastructures et une évolution de la culture sur le sujet, rendant de facto la loi difficilement applicable. Et quand nous avions des tentatives de proposer des lois par paliers, avec des évolutions progressives, eh bien, la réponse qui était faite était que cela ne respecte pas les standards européens. Sachant d'ailleurs qu'en la matière, il y a plusieurs types de standards européens, comme l'a rappelé monsieur l'ancien ambassadeur d'Allemagne. Ensuite, ces projets procédaient souvent dans la cuisine juridique. Ainsi, par exemple, le gage de qualité de la loi créant un système de justice administrative spécifique en Albanie, qui était là aussi une demande de l'Union européenne, alors que beaucoup d'États européens fonctionnent sans un système de justice administrative spécifique, résidait, selon les représentants de l'UE, dans le fait qu'ils prenaient le meilleur des systèmes allemands et français, alors même que tout oppose ces deux grandes familles de justice administrative en Europe, et qui sont difficilement conciliables dans les faits, et sans se demander par ailleurs quelle était la réalité du droit administratif et de l'inspiration du droit administratif en Albanie, car évidemment la procédure doit suivre le fond du droit. Enfin, les ajouts progressifs de législation font et continueront de faire perdre la cohérence globale du système juridique. Au gré des représentants de l'UE successifs venant de pays différents, sans connaissance parfois particulière des États candidats, du droit public ou de la réforme de l'État, au gré de pays différents gagnant des appels d'offres d'assistance différents, s'empilent ainsi des pans entiers de législation sans cohérence idéologique.
Sur 14 années, par exemple, si on prend les grands thèmes de réforme dans le code civil, du code pénal ou du code administratif, droit administratif, nous pouvons commencer avec l'influence de la France. Après 3 ans, le projet est gagné par les Pays-Bas, et donc c'est l'influence des représentants du Pays-Bas qui fait évoluer le système. Et donc, de pierre en pierre, on aboutit à un système qui perd sa cohérence idéologique et qui, dans les faits, du coup, devient difficilement applicable dans le pays. Ces éléments sont d'une importance cruciale, car doucement mais sûrement, une séparation nette s'est créée entre l'État formel et l'État réel, entre le pays que l'on peut découvrir dans les textes publiés au journal officiel albanais et celui qu'on rencontre dans la vie quotidienne. Pourtant, dans une sorte de politique de l'autruche, c'est bien le fait d'avoir adopté ces législations qui comptent dans les rapports de progrès, et c'est bien le thème quasi exclusif de toutes les discussions que les pays ont respecté leurs engagements parce qu'ils ont adopté toute une série de législations dans leur droit interne. Je pense que cela n'est pas bon, et plus le temps passe, plus cette séparation s'agrandit, et plus elle sera difficile ensuite d'être comblée dans les années qui viennent. Et je pense que c'est un problème général qui s'applique, je fais mention de l'exemple albanais, mais c'est un problème général qui s'applique à tous les pays qui sont, à un moment donné, eu le processus d'intégration dans l'Union européenne, avec une approche extrêmement formelle qui a créé cette dichotomie qui, in fine, on le voit, apporte beaucoup de problématiques, ou pas beaucoup, différentes problématiques au projet européen. Or, tout ceci est particulièrement important aujourd'hui, car les Balkans sont à nouveau au cœur de toutes les préoccupations, les Balkans occidentaux en particulier. Les États-Unis, qui jouaient un rôle toujours pacificateur à travers leur protection de défense, semblent avoir perdu leur réalisme dans la région, comme en témoigne certaines prises de position récentes en faveur des échanges de territoires entre la Serbie et le Kosovo. La Russie et la Turquie sont de retour en force avec une politique croisée qui bénéficie l'une à l'autre d'affirmations ethniques et religieuses. C'est ainsi le retour du grand frère turc auprès des populations musulmanes, et c'est ainsi l'influence de la Serbie, de l'État serbe, auprès des communautés orthodoxes. Alors même que tout devrait opposer ces pays, cette influence croisée est nocive. On a, par exemple, une influence très grande de la diplomatie religieuse turque, à travers la rénovation des mosquées, à travers la création d'écoles, qui sont très diffuses dans la société et qui, à coup sûr, donneront des conséquences nocives sur le long terme. En face de cela, la Chine tire profit au maximum de la géopolitique de l'argent en faisant passer à travers la région une partie des routes de la soie et en prêtant aux États de l'argent pour améliorer les infrastructures. La seule réponse de l'Union européenne ne peut pas être l'élargissement pour l'élargissement. S'il est vrai que cela réduirait les risques que font peser ces influences étrangères dans la région et sur l'Union, cela est en fait une solution de court terme. Elle ne répond pas à cette dichotomie entre État formel et État réel, et elle ne redonne pas un sens au projet européen indépendamment de l'élargissement. Elle fait peser un risque sur la génération future, génération envers lesquelles nous avons tous une responsabilité collective. Une fenêtre de réforme semblait avoir été ouverte avec le refus de la France et de certains autres pays d'ouvrir la négociation avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Malheureusement, la réponse de la Commission n'est pas, à mon avis, à la hauteur. À 35 chapitres, on en propose 7. La procédure reste donc technique et formelle. Certes, le rôle des États membres est accentué, mais leur évaluation du pays est et restera basée sur un système de valeurs qui est tronqué. Si l'on refuse toutefois de définir le troisième temps de la construction européenne, nous devons au moins redéfinir la procédure d'élargissement afin d'aider réellement les États candidats et réduire le fossé entre le monde réel et formel qui s'est formé. Ce faisant, les populations vivront mieux, l'État candidat sera plus fort, et le jour où elle intégrera l'Union, l'Union en sera plus fort. Cela peut passer par la définition de grands chantiers prioritaires qui pourraient faire l'objet de partenariats renforcés entre l'Union et les États candidats. Ces chantiers, à la différence des chantiers qui semblent être aujourd'hui prioritaires, doivent être déterminés en partant de constatations de terrain. Par exemple, comment casser le spoil system et la subordination partisane de l'administration dans des pays alors qu'il y a un statut de la fonction publique protecteur? En créant un partenariat renforcé dans le domaine de l'accès à la fonction publique, car en garantissant un système réellement impartial et méritocratique, on casse l'influence des partis politiques dans les nominations et mutations dans l'administration. On réduit par là même les risques de corruption systémique, le fonctionnaire n'étant redevable qu'à lui-même. C'est bien là un point crucial, c'est un petit exemple, mais qui peut changer beaucoup plus que d'adopter tout un corpus législatif qui est censé protéger les fonctionnaires, mais qui dans les faits est très facilement contourné. Simplement, par exemple, on peut changer le nom d'une direction et dire aux fonctionnaires « vous avez perdu votre poste » et donc il est muté ailleurs ou, in fine,
il est licencié. Comment lutter contre les manipulations auxquelles est soumise une population rurale et périphérique non instruite, alors que l'éducation est gratuite et obligatoire pour tout le monde, et avec des écoles dans tout le pays? Eh bien, en créant un partenariat renforcé dans le domaine de l'éducation, en investissant dans la formation des enseignants, leurs conditions de travail, en soutenant l'amélioration de l'organisation du système éducatif. Et là, je pense que c'est un point qui est absolument essentiel, car l'éducation semble être un des grands oubliés du projet européen, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, dans les pays dans lesquels j'ai pu constater ou pu mener une analyse. La création de l'Union européenne a été rendue possible car portée par une génération qui avait un but commun. Plus qu'un but, les générations d'aujourd'hui recherchent un sens à ce qu'elles font. Il est urgent de retrouver ce sens dans le projet européen afin de rétablir l'équilibre entre ce dernier élargissement et pour, in fine, renforcer l'Union. Merci. Merci, M. Hamdi Moustapha. Et je tiens à souligner que c'est un enfant d'Albanie qui, aujourd'hui, est un grand acteur, entre guillemets, d'un think tank que chacun connaît, bien évidemment, à savoir la Fondation Schuman, et qu'il est également conseiller au sein d'une grande entreprise du CAC 40, je dirais, française.